Une guerre de mouvement, une guerre d'usure, une guerre de position, une blitzkrieg, une guerre ultra-moderne. Un retour à la guerre conventionnelle. On va pas se mentir, on est vraiment passé par toutes les étapes durant cette guerre, et c'est à ne plus rien y comprendre. Je me suis énormément posé la question, pourquoi cette guerre est aussi étrange que ça ? Après avoir écouté tous les témoignages que j'ai pu entendre, cherché le maximum d'informations que j'ai pu trouver sur internet, je voulais partager avec vous cette thématique de vidéo. Pourquoi la guerre Ukraine-Russie est de loin l'une des guerres les plus étranges. Le meilleur moyen pour comprendre pourquoi cette guerre est vraiment aussi atypique, c'est évidemment de retourner aux origines de la guerre. La chose qui était pour moi le plus important et le plus évident, c'était de comprendre le terme de Poutine en amont du conflit. Une opération militaire spéciale. On n'imagine pas l'importance de ce mot, mais pour moi, il a énormément joué sur le déroulement des choses. Pour ceux qui s'intéressent au sujet depuis longtemps, et c'est ce qui les a d'ailleurs beaucoup énervés avec cette guerre Ukraine-Russie, c'est que pour eux, la guerre n'a pas débuté en 2022, mais bien depuis 2014 dans le Donbass. Sans rentrer dans les détails, souvenez-vous, Donbass, région énormément convoitée par la Russie, par l'Ukraine, entre gouvernement ukrainien et forces pro-russes séparatistes dans la région. « 8 ans de conflit et de guérilla dans le Donbass, c'est très long, et c'était vraiment les prémices de cette guerre. Mais pourquoi donc après 8 ans, Poutine n'a pas utilisé le mot guerre directement, mais bien le terme opération spéciale ? Je me suis penché sur ce sujet et j'ai vraiment essayé de trouver l'information. Pour moi, il y a deux grosses variables qui font que Poutine a utilisé le terme de opération militaire spéciale plutôt que de guerre. Peut-être que vous les avez en tête, mais pour moi, la première, et c'est la plus évidente, c'était évidemment la variable des pays extérieurs au conflit. Je parle notamment, et vous l'avez sûrement deviné, de l'OTAN. Sans entrer dans le débat géopolitique, il est évident qu'avant même de déclarer la guerre, Poutine a bien réfléchi à la réponse que pourrait avoir l'OTAN face à cette situation. Je pense que le terme de opération militaire spéciale était une excellente arme géopolitique pour éviter une trop grande peur ou réaction des forces de l'OTAN. Je pense que dire que le président Poutine avait peur de l'OTAN, c'est exagéré. En revanche, dire qu'il ne savait pas exactement quelle était la réaction de l'OTAN et quelles pourraient être les conséquences, c'est totalement vrai et c'est totalement justifiable. Le but, si on réfléchit bien, c'était tout simplement de faire gagner du temps à la Russie en montrant que ce n'était pas une guerre, mais pendant ce temps-là, en essayant d'envahir le plus rapidement possible l'Ukraine. Comme on a pu le voir, et ça a été énormément remis en cause dans les premiers mois, pour moi, on a bien assisté à une blitzkrieg, à une guerre de mouvement, à une guerre de vitesse, où le but c'était de prendre un maximum de territoire avec le moins de temps possible. L'un des points où on nous a peut-être le plus menti durant cette guerre, c'est de dire que l'Ukraine a été attaquée par surprise. En réalité, si on réécoute bien tous les témoignages des soldats ukrainiens qui étaient dans le Donbass, depuis 2014, 2016, 2018, 2020, ils disaient bien que c'était qu'une question de temps avant que la Russie attaque. Donc, les Ukrainiens étaient vraiment, on va dire, préparés dans le Donbass. En revanche, là où ils n'étaient pas préparés, et ça a été totalement assumé par Zelensky, et je pense que c'est là où l'Ukraine s'est fait très peur, c'était au niveau de la Biélorussie. Les Ukrainiens ne s'attendaient en aucun cas à une attaque de la Russie par la Biélorussie, un contournement comme vous pouvez le voir. Ce qui a sauvé les Ukrainiens dans cette situation, c'est justement les radars américains, les GPS américains. Et souvenez-vous, dans toutes les vidéos Ukraine-Russie, notamment l'une des dernières, on entendait bien l'importance de l'information qui a été apportée à l'Ukraine. Surtout, on en parle, mais des fois pas assez, c'est le renseignement. L'alarme des Américains qui dit justement qu'une mobilisation de forces russes arrive en Biélorussie, c'est ce qui a le plus permis à l'Ukraine d'anticiper l'invasion de Kiev et potentiellement de sauver le pays. Donc vous voyez, si vous voulez, en amont de la guerre, on sait déjà qu'il va se passer quelque chose de bizarre, on se prépare déjà au pire. Donc l'attaque surprise, c'est à moitié vrai. Mais encore une fois, le terme d'opération spéciale, pour la variable de la réaction de l'OTAN, pour moi, elle est totalement justifiée. Poutine gagne du temps politiquement, pendant que ses troupes sont censées en finir le plus vite possible avec l'Ukraine. Et d'ailleurs, on le disait à chaque vidéo, hein, si l'Ukraine était tombée en quelques jours seulement, la réaction des Occidentaux, notre réaction n'aurait pas été aussi prononcée qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a une guerre qui dure depuis très longtemps, on soutient énormément l'Ukraine, mais souvenez-vous que les premiers jours, on n'a pas envoyé le paquet d'armes, parce qu'on ne savait pas du tout comment la situation allait évoluer, ce qui est normal. Donc vraiment, j'insisterai sur le premier facteur que ce qui a rendu cette guerre très bizarre, c'est qu'avant d'être un conflit militaire, ça a été un conflit politique. Et je pense que ce critère a une énorme place dans l'évolution du conflit. Tous les conflits sont bien sûr politiques,
Mais là, ça a été vraiment, on va dire, une espèce de coup de théâtre politique qui a à moitié marché du coup. Et le deuxième facteur, pour moi, qui est énormément à prendre en compte dans cette guerre Ukraine-Russie et qu'on ne vous parle pas forcément d'ailleurs, c'est tout simplement la deuxième variable qui n'est pas cette fois la réponse des pays extérieurs, mais la réponse intérieure en Russie. Je parle évidemment du peuple russe. Et ça m'a extrêmement intéressé. Pourquoi ? Pourquoi Poutine déclare la guerre après le Covid, après que le peuple, on va dire, le moral soit au plus bas, que forcément on n'a pas trop envie d'encore avoir à subir certaines choses? Pourquoi déclarer la guerre à ce moment-là? Et en réalité, si on regarde bien cette courbe, qui est pour moi un élément brillant, la source, c'est le centre analytique Levada. C'est un centre de sondage qui n'est pas gouvernemental, qui est russe. Vraiment, je vous invite à voir, je vous mets le lien en description. Qui nous montre justement ce schéma qui est extrêmement important, j'insiste là-dessus, qui nous montre le taux de popularité de soutien de Poutine. En gros, approuvez-vous les décisions de Poutine ou pas? Le moment qui va le plus m'intéresser, moi, c'est déjà 2013. 2013, Poutine, il a 60% d'approbation. En soi, c'est déjà pas mal, mais c'est pas énorme. On passe le temps, on va arriver en 2014. 2014, invasion de la Crimée. Et si on regarde bien, de janvier 2014, donc un mois avant l'invasion de la Crimée, jusqu'à mai 2014, il passe de 60 à 86% de soutien. Il a pris 20% de popularité à partir du moment où il a pris la Crimée. Pour rappel, la Crimée, ce n'était pas une guerre de la Russie, c'était encore une fois un mouvement militaire, une sorte d'opération spéciale. Donc si vous voulez, le coup de la Crimée, ça a été une opération spéciale qui lui a rapporté 20% d'approbation du peuple russe. En gros, pour la Crimée, voilà, c'est un peuple très russophone, très attaché aux origines russes, qu'on vient délivrer. Ça, c'était le mot de Poutine. Et en soi, ça s'est prouvé dans certaines situations, comme nous le montraient certains médias russes. Il y avait une certaine part de la population, et ça, faut le dire, qui était contente de voir la Russie arriver. C'était pas toute la Crimée, mais une part de la population. Donc, si vous voulez, cette sorte de libération de la Crimée, on en pense qu'on veut, encore une fois, évidemment, 20% de soutien du peuple russe. Je trouve ça quand même énorme. 20% sur un coup de théâtre militaire. On arrive en 2018-2019, donc période de Covid. La popularité de Poutine chute énormément, notamment en 2019-2020. Il passe le seuil des 59%, il tombe en dessous des 60%. Sa popularité commence à être au plus bas pendant la période Covid. Ça faisait très longtemps qu'il n'était pas tombé aussi bas au niveau du soutien de la population. Donc je me suis dit, est-ce que c'est pas ses choix par rapport au Covid, sa politique de vaccination et tout, qui lui a pas fait perdre énormément de soutien? Et du coup, il s'est rappelé, du moins il a pris en compte cette période où il a libéré, entre guillemets, la Crimée. Ça lui a fait 20% de soutien. Il s'est dit pourquoi pas réessayer l'exploit en quelque sorte. Le Donbass, c'est une région qui pose problème depuis 2014, qui dure encore. Pourquoi ne pas libérer entre grosses guillemets, évidemment? Et on le voit sur le sondage, ça a été totalement approuvé. On a dit, ouais, le peuple russe n'approuve pas, il y a des révolutions partout dans les villes. C'est arrivé, c'est vrai. Après, on en pense qu'on veut, évidemment. Je prends janvier 2022. 69%, un mois avant la guerre. On va monter jusqu'en mars, là où la guerre, on va dire, était une situation toujours favorable pour la Russie. 83%, il a fait une remontada statistique énorme, on en pense qu'on veut, mais c'est quand même vrai, il refait 10%, il fait 15% même. Quasiment 15%. En revanche, on voit bien, une fois que la guerre se casse un peu la gueule pour la Russie, que la situation n'est pas favorable, le soutien rechute complètement. Du moins, il repère quand même 5% entre août et septembre, période où ça commence à décliner, on va dire, un peu pour la Russie. On a fait un drôle de mélange entre jeu politique et jeu militaire qui a été archi pas payant pour le pays, tout ça à cause d'un simple mot, opération spéciale. Et je pense que ça en dit extrêmement long sur la Russie. Maintenant, je passe à la deuxième thématique de cette vidéo, qui est évidemment la forme. Là, on n'est plus dans le fond, pourquoi il a fait ça, pourquoi ça s'est passé comme ça. La forme, donc le point de vue beaucoup plus militaire. Comme je vous l'ai dit, on mise sur un coup de théâtre politique. Opération militaire spéciale. Pas de réaction des pays dans un premier temps, ou du moins s'il y a une réaction, voilà, c'est des sanctions et tout, il n'y a rien de militaire, il n'y a rien de gênant pour la Russie, on va dire entre guillemets. On fonce, on prend Kiev sur un coup de théâtre. Le Donbass, c'est un peu plus compliqué parce qu'ils sont un peu plus préparés. Mais comme on attaque Kiev en même temps, ça fait un gros front pour les Ukrainiens à gérer. L'armée ukrainienne n'était pas autant que l'armée russe. Donc si vous voulez, on dissipe un peu les forces du Donbass qui se retrouvent à Kiev. On prend le Donbass en même temps. On fait un gros front. Excellent. Ça, c'était l'objectif, on va dire, pour moi et de ce que j'ai compris par les témoignages russes que j'ai pu entendre ou de ce que j'ai pu lire. C'était la théorie russe. Gros front, grosse avancée. Et ça a marché dans un premier temps, on va pas se mentir. Dire que la Russie habite depuis le début, c'est faux. Elle nous a fait très peur, la Russie. Elle a fait très peur à l'Ukraine. Elle a été à, je dirais pas un cheveu de la victoire, mais il y a ce moment où, souvenez-vous, pour ceux qui ont connu, enfin, je pense qu'on a tous connu, ça il n'y a pas non plus 50 ans, Kiev était sur le point de tomber, Kiev était quasiment encerclé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi cette guerre justement est devenue extrêmement étrange?
c'est qu'on est passé d'une guerre de mouvement, d'une blitzkrieg, vraiment blitzkrieg, on renverse le terrain, on fonce, on fait une percée, on encercle, à une guerre de position en un temps, mais incroyable. Le changement a été drastique, ça a fait un peu comme... C'est même pas comparable à l'opération Barbarossa quand l'Allemagne attaque, puisque finalement, même si l'Allemagne est ralentie, elle continue d'avancer de 41 à 42 à 43. Faut vraiment attendre 43 pour un déclin. Là, il a pas fallu attendre 2 ans pour vraiment que ça se stabilise. Là, d'un seul coup, on a assisté à vraiment une fermeture du front. Et c'est la question justement qu'on va se poser, comment ça se fait, comment c'est possible, pourquoi c'est si étrange que ça, et c'est tout l'intérêt de cette vidéo. Pourquoi on passe de tout à rien finalement? La réponse évidemment c'était la logistique, on l'a bien vu, qu'est-ce qui fait que la Russie n'avançait plus? Manque de ravitaillement, manque d'approvisionnement, manque de communication, manque de coordination sur les assauts. On se retrouve à plus bouger parce que ça suit pas derrière. On prend du terrain, c'est ce qui s'est passé les premiers jours, mais le temps que le ravitaillement arrive par train, par camion, c'est une vraie galère logistique, le coût du pétrole, le coût des déplacements, le coût de l'organisation. Ça a énormément joué, c'est même peut-être ce qui a sauvé l'Ukraine. Avant même que ce soit la reconnaissance américaine, puisque une fois que la Russie est partie, on a beau dire ils arrivent, si on n'est pas prêt à les recevoir, malheureusement on fait rien. Mais là ils se sont bloqués eux-mêmes par un manque de ravitaillement, ça c'était la première chose à prendre en compte. Ensuite il y a évidemment le rôle qu'a joué l'Ukraine, et ça c'est très très important. Avant d'avoir un soutien des Occidentaux, l'Ukraine a su se défendre par elle-même. Elle certes a été déjà bien équipée. La guérilla ukrainienne, on va pas se mentir, il y a vraiment une forte résistance, plus que prévu en tout cas. Le fameux peuple russophone qui devait soutenir la Russie n'a pas soutenu la Russie, a vu la Russie comme un agresseur. Et ça, Poutine, il prenait pas ça en compte, pas assez visiblement. Donc si vous voulez, c'est ça qui fait que dans la forme, cette guerre est vraiment devenue bizarre. Parce que, ça a surpris la Russie, et je pense que 2, ça a surpris l'Ukraine aussi. L'Ukraine s'est surprise elle-même, je dirais, en arrivant drastiquement à stopper la Russie d'un coup comme ça. Je pense que c'était inespéré. Les Ukrainiens ont toujours cru en la victoire, évidemment, pour eux c'était important d'y croire depuis le début, Zelensky est toujours resté confiant même s'il a eu des gros doutes, même s'il a énormément sollicité de l'aide. Au fond il a toujours gardé foi à la victoire, et ça c'est très important. Mais ce que je veux dire par là, c'est que de passer de tout à rien, en quelques jours seulement, même pas quelques mois, en quelques jours on a assisté à un front qui stabilise complètement. Et c'est pour ça que je vous dis que cette guerre est étrange, on s'attendait à une guerre moderne, souvenez-vous, enfin quand on voit les pubs, que ce soit de l'armée, que ce soit, vous savez, un peu les conventions où on présente le nouvel armement, l'armement de demain, le char moderne, l'avion de chasse, 5e, 6e génération qui arrive, truc furtif, contre-mesure incroyable, laser incroyable, enfin bref, vous voyez, je rentre pas dans les détails, vous voyez bien de quoi je parle, je suis pas expert, encore une fois, en armement technologique. Ce que je veux dire, c'est qu'on s'attendait tous à, un peu comme dans les films, maintenant c'est limite une guerre de robots, une guerre de drones, une guerre d'IA, on s'attendait vraiment tous à ça, la guerre technologique, la guerre moderne, c'est la guerre technologique, c'est ce qu'on a tous cru. Et là on se retrouve à quoi? On se retrouve finalement à voir un soldat avec une pelle qui creuse une tranchée quoi. Là c'est des faits que je vous raconte, c'est pas une théorie, ça a été approuvé, on voit bien que des soldats galèrent dans les bois, ils font des campements, ils ont des tentes, c'est pas non plus le fusil à verrou, la tranchée comme Verdun, c'est pas ce que je veux dire, c'est qu'on se retrouve finalement à... Les chars avancent, les soldats arrivent derrière. C'est une doctrine de 1940, je suis désolé, c'est pas du tout la guerre moderne. On pensait que maintenant les guerres ce serait que aérien, l'avion il arrive, il bombarde, rafale tout, hop, voilà, un avion ça détruit tout, un peu vous savez comme dans, je pense que ça me fait penser au film Rambo 3, il y a les vieux soldats avec leur Kalachnikov, ils stoppent rien du tout. On s'attendait un peu, vous savez, à une guerre comme ça, mais pas du tout. On se retrouve, et c'est peut-être ça qu'il faut prendre en compte, technologie contre technologie. On l'a bien vu, hein. Les Stinger, les Milan, l'anti-aérien ukrainien qui a été incroyable. Système high-tech incroyable. Ok, c'était pas des hélicos dernière génération qu'ils envoyaient les Russes, et c'est ce qui a été un peu étrange. Et je vais répondre dans un instant pourquoi justement la Russie a pas envoyé toute sa technologie. On a bien vu, hein, technologie contre technologie, ça donne quoi? Bah ça donne grosse perte. Finalement, les deux camps possèdent un armement high-tech, et on se retrouve à du combat urbain, infanterie contre infanterie. Et c'est ça qui est très étrange, c'est ça qui fait que cette guerre est extrêmement complexe, extrêmement difficile à comprendre. Pourquoi? Pourquoi deux pays, dont la Russie qui était quand même classée seconde puissance militaire, avec une technologie qui est quand même incroyable, faut pas croire que les Russes ils ont des calages rouillés, ils ont un armement technologique incroyable. Pourquoi ça n'a pas fait le travail? Et c'est une vraie question, et la réponse elle est évidente. Peut-être que vous avez déjà la réponse. L'armement technologique russe n'a pas été envoyé. Du moins pas comme il aurait fallu pour gagner la guerre. C'est une question évidemment de doctrine, c'est une question évidemment de tactique, mais on n'a pas vu les chars modernes, on n'a pas vu les avions tout dernier cri russes arriver. On a vu des chars, on va dire des chars corrects, hein, c'est pas de la merde non plus. Et quoique, il y avait quand même du vieux matériel, mais on a vu des chars corrects arriver, on n'a pas vu le sommet de la technologie. On n'a pas vu les méga drones qui sont capables de faire le combat à la place des soldats, vous voyez, j'abuse un peu si vous voulez. Mais ça, on l'a pas vu. Pourquoi? C'est évidemment une question de budget. C'est évident, c'est la question du budget. Voilà, on va prendre cette statistique. 2021, le budget de défense de la Russie s'élève à 65,9 milliards de dollars.
Alors si vous commencez déjà à dire ouais c'est de la merde et tout, ils sont nuls, restons modestes, la France c'est 43 milliards en 2023. Hein. Donc on est quand même 15 milliards quasiment en dessous, c'est quand même énorme les gars. Contrairement, il y en a peut-être qui vont dire 65 milliards, ouais c'est énorme, ils ont les technologies de malade, ils peuvent tout défoncer. On va prendre comme exemple le prix d'un F-22 Raptor. Ok, je sais que c'est pas un avion russe, c'est un avion américain, mais c'est pour vous donner un peu une idée. Ok, ce qui va nous intéresser, en 2023, le coût de conception d'un Raptor, d'un F-22, pardon, 95 millions de dollars. 95 millions de dollars sur un budget de 65 milliards. Vous allez me dire, ça va, c'est abordable, il y a moyen de s'en prendre, allez, une vingtaine, une cinquantaine si on est généreux. On va pas se mentir les gars, il y a le coût d'entretien de l'armée, il y a les payes, il y a énormément de choses à prendre en compte. Et je peux vous dire que, admettons, ok vous avez pris vos F-22 et tout, vous avez une super armée, vous envoyez votre F-22 pour une mission quelconque, pour X ou Y raison, votre F-22 fait une mauvaise manœuvre, quoi que ce soit, peu importe, il se fait abattre. 95 millions qui viennent de s'envoler. C'est pas un jeu de mots avec l'avion. Vous imaginez un peu le truc? Un avion, 95 millions de dollars. Et c'est là qu'on voit que la Russie a quand même un énorme budget militaire. Mais 95 millions qui partent en fumée pour un avion, bah, je peux vous dire que vous réfléchissez à deux fois, parce qu'on a beau se dire l'armée a un gros budget de défense en Russie, au bout d'un moment, l'argent ça reste de l'argent. 85 millions, 95 millions, ça reste énorme. Ok, là j'ai trouvé pour le Tsu-57, qui est considéré comme l'un des tout derniers avions russes, 50 millions. C'est quand même beaucoup moins qu'un Raptor déjà, bon les Russes sont un peu plus économes. Voilà, Algérie, l'achat de 14 avions de combat Su-57, 14 c'est quand même déjà pas mal. 2 milliards de dollars, vous imaginez comment ça part vite? À cela s'ajoute l'armée de terre, à cela s'ajoute la marine, la paye des soldats, l'entretien de l'armée, il y a tellement de choses à prendre en compte les gars. On peut dire ce qu'on veut, hein, mais l'une des plus grosses armes aujourd'hui en guerre, presque plus que la bombe nucléaire, j'ai envie de vous dire, c'est l'économie. Qu'est-ce qui fait qu'une puissance peut battre une autre? C'est peut-être sa capacité à gérer son armée sur le long terme, donc à fournir son armée d'un point de vue financier, d'un point de vue évidemment matériel finalement, parce que qu'est-ce qui paye le matériel? C'est l'argent. Donc ça, c'est à prendre en compte les gars. La Russie c'était un pays qui avait ses richesses quand même, mais qui est pas non plus l'une des plus grandes puissances économiques qui se développe, quoique elle reste pas mal quand même par rapport à certains pays. Mais vous imaginez perdre 90 millions pour une action, perdre 100 millions là-bas parce que le Moskva il est tombé, j'imagine même pas le prix du bateau. Voilà les gars, hyper intéressant, c'est une estimation. 750 millions de dollars pour le Moskva, le bateau qui a été coulé par les Ukrainiens en mer Noire. 750 millions, vous imaginez? C'est quasiment là 2% qui viennent de partir en fumée. Bon, je suis pas un expert en maths, désolé, c'est peut-être un peu faux mes statistiques. Donc vous voyez un peu ce que je veux dire, pourquoi on n'envoie pas les super technologies? Je pense qu'on peut les envoyer pour faire une ou deux sorties, mais à mon avis, vous réfléchissez à deux fois, vous savez, c'est un peu comme déplacer votre reine dans une partie des échecs. Vous allez la déplacer, votre reine, pour une bonne action, mais si c'est risqué, vous allez pas trop la sortir parce que c'est votre meilleur pion, vous avez pas trop envie de la perdre parce qu'après vous êtes un peu dans la merde. Et ben là je pense que c'est pareil, hein. On sait qu'en face ils ont eu du bon matériel high-tech qui arrivait par les occidentaux, ou puis même ils étaient quand même pas sous-équipés, les Ukrainiens, on va pas se mentir. On réfléchit à deux fois. C'est une guerre où je peux faire très mal, mais tu peux me faire très mal aussi, donc est-ce qu'on a vraiment envie de se battre? C'est un peu ça le combat si vous voulez, c'est un peu ça l'idée. Et c'est pour ça que cette guerre est vraiment étrange. J'ai utilisé le terme peur, mais c'est peut-être pas le terme le plus adéquat. Les deux côtés ont peur d'envoyer le gros matériel parce qu'ils savent que de l'autre côté il y a du répondant. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh bah on utilise un peu la même stratégie des deux côtés, on envoie ce qui va être un peu moins lourd d'un point de vue financier en termes de pertes, c'est-à-dire de l'infanterie, c'est-à-dire des chars. Et si on généralise un peu sur le conflit, c'est ça qui rend cette guerre extrêmement atypique, c'est qu'on passe vraiment par tout type de guerre, c'est ce que je vous disais au début, guerre de position, guerre de mouvement, guerre de... tout, pourquoi? Ça a pas marché le Blitzkrieg, ok, on actualise la technique, qu'est-ce qu'on fait? On stabilise, on fortifie les positions. Ok, mais comment on fait mal en face? On envoie des missiles, et c'est ce qui se passe de plus en plus. Front qui stabilise, on fait quoi? On en revient un peu comme à la Première Guerre mondiale, hop, au lieu... C'est pas vraiment comme à la Seconde Guerre mondiale, parce que la Seconde Guerre mondiale, ça aurait été plus bombardement par des avions. Là, on assiste vraiment à du pilonnage longue portée. On envoie des missiles, des coups de canon. En gros, pour faire simple, je caricature, mais on fait chier le camp adverse. À défaut de pouvoir avancer, on fait chier l'autre. Et chier encore, c'est peut-être même maladroit, parce qu'il y a vraiment des hommes qui meurent à cause de ça. Mais on passe vraiment dans une sorte de guerre d'usure. A contrario, comme on l'a vu cet été, la soi-disant grande offensive ukrainienne, ça a été, on va dire, très amplifié par les médias, comme quoi c'était The Liberator, la méga ligne de front, on libère tout le Donbass et tout, on revient en force de Zelensky. Là, on assiste à une guerre de mouvement, il y a une percée, il y a une faille, on perce. Il y a une possibilité. Alors après, il y en a qui disent que la Russie recule et tout, c'est un autre débat. Quoi qu'il en soit, l'Ukraine a pris beaucoup de kilomètres. Mais si vous voulez, c'est une guerre qui marche, et c'est pour ça qu'encore une fois, elle est très atypique. Une sorte de guerre avec des phases d'action. C'est pas, vous savez, comme la Seconde Guerre mondiale, où il y a deux lignes de front, ça se rentre dedans, on voit comment ça avance, on voit comment ça recule. Non, c'est vraiment une guerre... Ok, jour 67, aujourd'hui il va y avoir de l'action, les gars, on va attaquer, on va essayer de prendre cette zone.
Mais du jour 69 au jour 88, on fait rien. Vous voyez, vraiment, c'est des phases d'action. C'est une guerre avec des phases d'action. Enfin, de ce que je vois, pas au début. Hein. Au début, on assiste vraiment à un conflit. On assiste vraiment à un conflit de grande envergure, grande zone de front sur des kilomètres. Ça bouge, ça défend, ça attaque. Là, ça a été vraiment, je pense, des lourdes pertes. Ça a été vraiment les premiers jours, il y a dû y avoir de la casse. Mais après, ça ralentit parce que des deux côtés, on n'a pas envie d'avoir trop de pertes. La pression, elle est quand même énorme des deux côtés. On parle bien d'hommes, on parle bien de vie humaine. Donc on se dit, bah merde, la ligne de front comme la Première Guerre mondiale où les deux côtés se rentrent dedans, comme la Seconde Guerre mondiale où vas-y, il y a une ligne de front, on essaie de la faire avancer. Non, on agit vraiment par phase d'action. Ok, là on va tenter un encerclement dans cette ville. Ok, là on va essayer d'avancer ici. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'était vraiment toute la théorie que je voulais vous exposer à travers cette vidéo. C'est que c'est une guerre extrêmement étrange, c'est une guerre moderne, c'est sûr, hein, c'est sûr. Mais une guerre moderne, on se rend compte que finalement, la technologie ça a du bon et la technologie ça coûte très cher. Et comme ça coûte cher, eh ben, on n'en a pas des masses. Oui, il y a pas. C'est pas comme la Seconde Guerre mondiale, tu lèves la tête, t'as 600 chasseurs qui vont passer en l'air. Non. Là, tu vas en voir un, il va faire une sortie aérienne, il va rentrer, et encore, on n'en voit même pas tellement que ça. On voyait plus d'hélicoptères qui marchaient en colonne, 6 hélicoptères qui arrivent d'un coup et tout, c'est impressionnant déjà. Mais on n'est plus du tout à la Seconde Guerre mondiale où tu lèves la tête, il y a 50 bombardiers qui t'envoient des prunes, ça c'est terminé, ça coûte une blinde. On n'a pas envie de perdre un budget comme ça, je pense que c'est ça la réalité du conflit. Je sais pas ce que vous en pensez. Encore une fois, je ne prétends pas avoir la réponse à tout, et c'est tout l'intérêt de cette vidéo de vous laisser vous aussi vous exprimer. En tout cas voilà, si je devais vraiment conclure cette vidéo, je dirais que dans la forme, qu'est-ce qui a rendu cette guerre très atypique, très étrange, c'est que ça a été avant tout une manœuvre politique, un coup de théâtre politique, et ça a trop influencé le conflit. Déjà, partir en guerre sans utiliser le terme guerre, psychologiquement, 1 pour les attaquants et 2 pour les défenseurs, ça a un impact. Pour les attaquants, on se dit, ouais, ça va aller, c'est juste une opération, ça. Une opération, c'est pas censé être aussi, on va dire, violent qu'une guerre, vous voyez ce que je veux dire? Et pour les défenseurs, on se dit, bah, en face, ils sont confiants, c'est une opération, on va leur montrer que leur opération, ça va pas se passer comme prévu, quoi. Ça à prendre en compte. La réponse des Occidentaux, elle est restée mesurée, il n'y a pas eu de guerre mondiale, et encore heureux, mais ça a joué surtout à la Russie, je pense, avant tout. Ça, c'est clair, ce terme opération spéciale. Mais d'un côté, on a récolté les faveurs du peuple, dans un premier temps, comme on l'a vu en Crimée. Ça, c'est très important d'en avoir conscience. Dire que la Russie n'a pas soutenu Poutine dans cette opération, c'est envisageable. Dire que la Russie ne soutient pas Poutine en général au moment où il déclare la guerre, les statistiques nous prouvent le contraire. Donc voilà, je pense qu'il ne faut pas se masquer la vérité si on veut vraiment comprendre le conflit. Et puis, autrement que dans la forme, dans le fond, qu'est-ce qui fait que cette guerre est complètement bizarre? On attaque, ça passe pas, on arrête tout. On n'envoie pas la technologie parce que ça coûte cher. On passe à une sorte de guerre conventionnelle où ça avance plus du tout. C'est infanterie contre infanterie, c'est chars dans les combats urbains, c'est la galère, c'est la merde. Le truc dont j'ai pas parlé aussi, ça serait la météo. Alors certains qui vont dire, ouais, là, la Russie, elle a pu avancer parce que c'est la neige, c'est l'hiver. Ouais, là, elle a pas avancé parce que c'est la Rasputitsa, c'est la boue, c'est la gadoue, comme l'Allemagne et tout, rappelez-vous. Les gars, on est en 2023, on a un matériel high-tech impressionnant. L'excuse de l'hiver pour des Russes et des Ukrainiens, j'ai pas envie de vous mentir, ils ont ça 5 mois par an. Je pense pas que c'est ça qui stoppe une guerre. Au bout d'un moment, faut arrêter de trouver des excuses à tout, ukrainiens comme russes. Ce qui font qu'ils avancent pas, c'est la logistique, c'est pas la météo. Ce qui font que l'Ukraine ne libère pas, c'est les moyens, c'est pas la météo. Enfin, vous voyez, ça marche dans les deux sens. Hein. Faut pas non plus l'excuse du climat. Ah, les soldats, ils avaient un peu froid aujourd'hui, ils ont pas trop voulu attaquer. Voilà, les gars. Ça marchait peut-être encore en 43, mais là, faut pas abuser. Après, évidemment, c'est un facteur à prendre en compte sur les techniques opératoires, ça je dis pas le contraire. Mais du coup, dans la forme, encore une fois, c'est vraiment ça. Hein. Ok, on speedrun, on fonce, on prend des kilomètres en une journée, ça roule, on a du super matériel. Dès que ça avance plus, on a anticipé pour le court terme. La Russie, elle a anticipé pour le court terme, et ça, on l'a énormément entendu. La Russie, en 2 semaines, c'était fini. C'est pas encore une fois... En soi, forcément, c'est un peu une critique de pas anticiper sur le long terme. Mais après, il n'y a rien de mal à penser que sur le court terme, on pouvait réussir. Mais ce que je veux dire, c'est que si t'anticipes pas sur le long terme pour ce genre de conflit, qui est quand même un conflit de grande envergure, oui, ça pose problème, et c'est ce qu'a été confronté la Russie. L'effet de surprise, il a été là, un temps, et après ça a stabilisé, malheureusement c'est pas ce dont la Russie s'attendait, heureusement pour l'Ukraine évidemment. Donc bah on est un peu perdu, est-ce qu'on envoie du super matériel, est-ce qu'on en envoie pas trop? Il y en a plein qui disaient, quand le soldat russe était là, ouais, envoyez plus d'hommes et c'est fini. Ouais, parce que là vous êtes en sous-effectif, et le soldat russe il vous disait bien, non on n'est pas en sous-effectif, et si on envoie plus d'hommes, finalement on se coince nous-mêmes parce qu'on sera encore plus mal ravitaillé. Donc vraiment, c'est extrêmement complexe. Attention, moi je dis pas que ouais ils jouent mal. Ouais, c'est pas un jeu vidéo, il n'y a pas de ils jouent mal, il n'y a pas de je sais pas quoi. C'est juste qu'au bout d'un moment, qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à comprendre cette guerre, qu'on n'arrive pas à comprendre tout ce qui se passe? C'est que la Russie elle-même ne comprend pas tout ce qui se passe, n'arrive pas à gérer toute cette situation. Vous allez me dire, un mois après, il serait temps de comprendre. 1 an après. Mais c'est extrêmement plus complexe que ça.
Voilà, j'espère avoir répondu à la thématique. Pourquoi cette guerre est extrêmement étrange. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous voulez compléter cette vidéo en espace commentaire. Je regarde ça avec un grand intérêt. J'essaye d'épingler les commentaires les plus pertinents, parce que c'est vraiment tout le but de continuer l'échange sur les réseaux sociaux. Moi je suis ouvert à toute critique, évidemment, je suis pas là pour purger tous ceux qui entreront en opposition avec mon raisonnement. C'est vraiment intéressant de partager ça avec vous, et je vous remercie énormément si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord pour en débattre, sur Twitch si vous l'assistez au live, ou sur les réseaux sociaux pour avoir plus d'infos. Merci à vous les gars, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. C'était Serge le Chef, à plus!